Que feriez-vous, seul, sur une île déserte? Une question somme toute banale et sans conséquence. Un jeu de l'esprit. Partons du principe que vous avez trouvé un endroit où vous posez. Une grotte. Ouf, c'est bon, on est en sécurité. Vous avez froid, faim et vous êtes fatigué. Vous avez réussi à créer un feu pour vous réchauffer. Vous avez fait le tour de l'île pour chercher à vous nourrir. Vous avez ensuite réussi à créer une sorte de cabane. Et enfin, ma question est la suivante. Comment allez-vous maintenant occuper votre temps? C'est l'une des questions dont l'intellectuel Malek Ben Nabi traite dans son livre « Le problème des idées dans le monde musulman ». Pour l'auteur, l'homme abandonné à sa solitude se sent assailli d'un sentiment de vide cosmique. Et pour y répondre, il use de deux sortes de regards. L'un pointant vers la terre, tandis que le second, lui, est dirigé vers le ciel. Et c'est cela qui déterminera en dernière instance sa vocation historique. Ce qu'on verra, pour notre part, c'est une expression spécifique, singulière, de ce premier regard. Et pour ce faire, cette période historique est marquée par les guerres. Vous me direz, rien de particulier à ce niveau. Il en était le cas de tout temps. Je vous indiquerai que oui. Néanmoins, celles-ci n'ont cela de particulier qu'elles ont été des guerres civiles et leur expression l'a été via les guerres de religion et l'ampleur de ces dernières. Voici ce que dit Jean-Claude Michéa. Or, on sait bien qu'une guerre civile ne modifie pas seulement la forme des combats. Elle affecte de manière plus radicale encore la nature même des rapports humains. Cela tient au fait qu'à la différence des guerres traditionnelles, qui peuvent à l'occasion resserrer les liens d'une communauté, une guerre civile tend par définition à introduire les divisions les plus désocialisantes qui soient. C'est vraisemblablement cette hantise de la guerre civile qui explique, en premier lieu, les raisons pour lesquelles les philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, et particulièrement ceux qui sont d'origine ou de sensibilité protestante, décrivent presque toujours leur état de nature comme un état où régnerait nécessairement, que ce soit de manière originelle ou dérivée, la guerre de tous contre tous. Du reste, c'est donc ce ton qui poussa à une pensée réductrice de l'homme et pessimiste de ce dernier. C'est en effet dans la mesure où elle supposait l'homme incapable de vrai et de bien et infiniment plus nuisible par ses prétentions chimériques à la vertu que par l'exercice tranquille de ses vices, que les politiques modernistes, en rupture sur ce point avec l'esprit des civilisations antérieures, se sont trouvées logiquement conduites à limiter leur ambition philosophique à la recherche de la moins mauvaise société possible. Le cadre ainsi posé, la pensée moderne a vu dans la révolution galiléenne son nouvel idéal, la raison et la science. Peu d'événements dans l'histoire de l'humanité ont un avant et un après aussi contrasté que la révolution industrielle. S'il est vrai que via la révolution industrielle, notre rapport au monde et au travail a complètement changé de paradigme et permis d'immenses progrès, par la suite, des figures comme Einstein ou Feynman ont profondément transformé notre rapport au monde. Einstein, par sa théorie de la relativité, dévoile la structure de l'univers. Feynman, quant à lui, pénètre le cœur de la matière par ses théories sur la mécanique quantique. Cependant, ces découvertes scientifiques utilisées sans vision du bien ont donné naissance au pire.
Hiroshima, August 6, 1945. Hiroshima, c'est la preuve que la science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Le XXe siècle fut aussi marqué par la nature ayant horreur du vide. Après la mort de Dieu, l'homme s'est mis à adorer son semblable. Et c'est ainsi qu'il a justifié l'impensable. L'histoire se répète. La science et la raison ont failli à leur mission. Néanmoins, il fallait donc trouver une solution. Une société dans laquelle on peut jouir sans entrave, dans laquelle on peut obtenir tout ce qu'on veut, ou presque, dans laquelle on exploite et produit beaucoup plus que de raison. C'est la société que l'on appelle société de consommation. L'essentiel est de consommer. Ce que vous avez devant vos yeux, c'est une publicité. C'est l'arme de prédilection d'une société qui veut répondre au sens par la voix. Tu es ce que tu as. On tente de satisfaire la quête de sens et d'infini qui habite l'homme par une accumulation sans fin et sans sens. C'est Tyler Durden qui dans Fight Club disait « Les choses que tu possèdes finissent toujours par te posséder ». Et cette société naquit dans un seul objectif. Enfin, ils voudraient simplement... Ils veulent être heureux. Enfin, c'est d'une manière très simple. Ça vous dit une petite accélération? Enfin, c'est ma vidéo, donc en vrai, je fais comme je veux. The importance of the internet grew and grew. I'm the founder of Amazon.com. Founders of Google had good reason to cheer. iPhone. How dare you! Nous sommes en guerre. De Covid-19. Stress, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est des molécules chimiques qui ont été inventées par l'homme. L'intelligence artificielle. Nous arrivons à la
Lorsqu'on coupe l'homme d'un idéal, il finit par s'effondrer dans sa propre bassesse. Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme, comme si la violence était gravée dans sa nature. Rousseau soutenait au contraire que l'homme est bon, et que c'est la société qui le corrompt. Le Coran dépasse cette opposition en revenant à la fitra, la nature originelle sur laquelle Dieu créa l'être humain, une disposition innée vers le vrai, le bien. Cette fitra n'est ni pleinement angélique ni totalement bestiale. Elle est humaine. Elle est cette potentialité centrale qui peut s'élever ou chuter. Quand l'homme s'éloigne de sa fitra, il perd ses repères. Et la société qu'il construit reflète cet état intérieur. Elle peut être l'expression d'un lieu d'élévation ou de déchéance. L'homme n'est pas condamné, il est responsable. Il devient ce qu'il choisit et le monde qu'il façonne porte la trace de ce choix.